On sait jamais, hein, si ça bloque, j'ai toujours une autre caméra. Voilà. Et ça, c'est l'idée à François, en fait. Merci Bravo! François. Il Ah n'est ouais. pas là, notre ami. Non. J'ai discuté avec lui tout à l'heure sur Messenger, mais il n'est pas là. Ah, Je vais m'envoyer un petit truc sur Messenger. Tiens, d'accord. Je enfant. marque comme quoi c'est le lien pour arriver directement ouais, à YouTube. Alors ce soir, ça va être une soirée un peu particulière parce que on va parler de phénomènes, plus ou moins phénomènes, plutôt d'expériences que peu de gens connaissent, hein, sauf s'ils ont vu des films qui en parlent et ça a été vraiment réalisé hein, en fait. Donc on va en parler. Voilà. Je vous dis pas plus, vous allez voir le thème de ce soir. On va le lancer comme il faut. Et ça va être intéressant, je pense, pour tout le monde. Bonsoir Magdalena, Benyaya, pardon. Bonsoir, bienvenue. Je vais donc dire bonjour également à Nini, Gary Franck, Guy Charon, Lilou, Soleil Divin, bien sûr Mokassa, mon ami Mokassa. Voilà. Alors il y a déjà une personne sur le Facebook. Ah, il y a 8 personnes qui nous regardent. Venez nombreux ce soir, ça va donner encore et encore. Tout ce que vous aviez voulu savoir sur les petits arrangements ou les secrets bien cachés de, de nos élites, vous allez tout savoir. Bonsoir Moni. Mokassa, est-ce que tu pourrais mettre un lien pour le Discord directement sur le commentaire de Facebook, s'il te plaît, et Ouais, de YouTube? Je sais pas comment tu peux faire ça. voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bonsoir Rebecca Touloulou. Comment ça va? Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Ah super. Je vous mets l'adresse du lien donc de Discord directement. Bonsoir Claudia. Comment ça va Claudia? Voilà le lien Discord. Hein. Donc vous cliquez dessus. Vous arrivez sur le salon de Mokassa Investigation. Et vous aurez la partie donc des commentaires, etc. Même pour la suite, pour l'after. On a toujours un petit after. Après les lives. C'est entre nous. C'est agréable. C'est convivial. C'est amical. Presque une limite familiale même. Voilà. Merci beaucoup. Ah, j'adore moi. Voilà. Hop, j'aime. Donc, vous pouvez d'ores et déjà basculer sur une partie Discord si vous avez la possibilité de le faire. Bon, moi j'ai plusieurs ordinateurs donc c'est très facile, on va dire. Et sinon, bien, faudra vous trouver la prochaine fois la possibilité de faire les deux, peut-être. De partager le son, je sais pas. Bonsoir Maria Alcazar, Patrick Candiboni Basquet, bonsoir. J'attends encore une minute parce que ce que vous voyez là, ça va être le thème de ce soir. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Ah, mis à part, je pense, Mokassa. Tu sais ce que c'est Mokassa, ça? C'est quoi ce navire? Comment De il quoi s'appelle? donc? Comment? De quoi donc? Le bateau que je montre. Où cela donc? Ah, tu vois pas peut-être. Sur l'ordinateur, sur l'autre écran. Je suis sur ton Facebook, je te regarde. Très bien, Tu veux parfait. faire convaincre. Ok. Bonsoir Sandrine Rigaud. Bonsoir à vous tous. Eh bien, je vais commencer. Je vais commencer à vous parler de, justement, un phénomène bien étrange qui s'est passé en 1943, précisément le 12 août 1943. Donc, je remonte un peu le temps. Car ce qui s'est passé le 12 août 1943
est la conséquence de ce qui se passe aujourd'hui. Comment, pourquoi, le pourquoi du comment. Voilà. Ce bâtiment s'appelle l'USS Eldridge. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'USS Eldridge, parce qu'il a été tristement et célèbrement connu du fait d'une expérience très très impressionnante qui a réellement eu lieu, qui s'est réellement passée, dont beaucoup de cinéastes se sont inspirés pour pouvoir faire des films. Alors je pense que si je vous dis Philadelphia Experiment 1 et 2 ou le Nimitz, voilà, je pense que vous avez compris de quoi j'allais parler ce soir. Eh bien, d'une porte interdimensionnelle. Et le LSS Eldridge était donc un contre-torpilleur de l'armée américaine qui a été donc choisi en fonction de son infrastructure. Disons qu'il était un bâtiment robuste qui pouvait accueillir une certaine machine. Je vais vous expliquer un petit peu dans quelques minutes de quoi ça s'appelait à la base le projet Rainbow. Le projet Rainbow. Ouais. Quand j'écris, hein. Ouais, je savais, mais bon, pour l'expliquer après. Rainbow. Voilà, le projet Rainbow. Ça veut dire le projet arc-en-ciel. Ouais. Exactement. Parce que, on en reparlera, mais il y a une histoire d'arc-en-ciel, justement, de l'expérience de Philadelphie. Mais pas comme vous l'avez ou appris à l'école, peut-être, ou entendu parler, ou investigué, mais comment moi je l'ai découverte, cette expérience. Exactement, Norbert Delarté, pardon. Tout à fait. Il y en a quelques-uns qui sont restés, et, en fait, sans rentrer dans les détails, on en parlera juste après. Mais tout à fait, il y a eu beaucoup de morts. Bonsoir Delphine. Retour vers l'enfer. Exactement, Nimitz, Retour vers l'enfer, c'est un beau film d'ailleurs, hein, avec les F-15 qui allaient dans l'époque de 1945. Les avions, bien sûr, ne devaient pas intervenir directement dans cette époque-là, mais ils l'ont fait à la fin. C'était une très belle histoire, en tout cas. Bonsoir Richard Ray. Voilà. Donc, le 12 août 1943. Alors, il y a des personnes qui, à cette époque-là, voulaient rendre invisible la flotte américaine au niveau des radars de l'ennemi. 43, rappelez-vous, la Deuxième Guerre mondiale, en plein dedans, avec les Allemands, les U-boats, rappelez-vous aussi les U-boats, hein, les sous-marins allemands qui pouvaient tirer en même temps qu'ils étaient sous l'eau. Ça, c'était la spécificité pardon, des U-boats. Et également l'armée japonaise, qui était très puissante dans le Pacifique. Et justement, le fait du revers du Pearl Harbor a fait qu'en fait, les Américains ont voulu créer quelque chose pour couvrir les bateaux, pour pas qu'ils se fassent dézinguer dès le départ. Voilà. Car bien sûr, les ennemis, vous les connaissez, on les a mis à part qu'il y a eu de la manipulation au niveau de l'histoire. Toute la guerre s'est réellement passée. On a des témoignages, on a des films qui démontrent justement la rage hein, des Japonais face aux Américains. Quant aux U-boats, je ne sais pas si vous le savez, ces sous-marins-là n'ont jamais cessé d'évoluer. Encore aujourd'hui, nous découvrons de nouveaux U-boats. C'est-à-dire que les scientologis, hein, les nazis, en fait, qui ont gagné la guerre, encore aujourd'hui, produisent des sous-marins inconnus, avec des systèmes à bord inconnus. Et je pense même que peut-être Jean-Philippe en a entendu parler, qu'il récupérait les sous-marins quand ils arrivaient à les choper. À l'intérieur, bien sûr, il y avait environ, je crois, c'est 60 tonnes ou 6 tonnes, non, 60 tonnes, je crois, de mercure liquide à chaque fois, donc en 45, hein, 39 et 45. Ils ne savaient pas trop à quoi servait ce mercure liquide. Bien sûr, nous le savons aujourd'hui, ça sert justement à créer des machines volantes anti-gravité. Hein, on le sait aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'inhabituel d'avoir dans un sous-marin des cuves remplies de ce métal liquide, alors que il pouvait avoir des hommes, il pouvait avoir du matériel, de la nourriture, etc. à la place.
Et donc, à la fin de la guerre, en 1945, sur les U-boats, ils ont découvert qu'il y existait au moins une quarantaine de modèles de sous-marins, et toujours plus évolués à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Jusqu'à aujourd'hui où ben, il y a encore des sous-marins qui arrivent à se faire intercepter ou qui sont découverts au large. Euh, Par exemple, il y a eu même des nazis qui ont débarqué dans le lac, dans les lacs ou en Norvège ou encore plus loin aux États-Unis, hein, du côté du Canada même. Et donc, c'était des prédateurs, ces sous-marins, des prédateurs, et il n'existait aucune parade pour pouvoir faire en sorte qu'un bâtiment ne puisse pas couler avec son équipage. Alors, ils ont eu l'intelligence, si on veut, de demander à des scientifiques, hein, de rendre tous les bateaux invisibles. Quand je dis invisibles, vraiment invisibles au radar, au radar le plus évolué qui puisse exister chez nous, et enfin chez nous en Europe, euh, dans l'Atlantique, mais également dans le Pacifique, partout, vraiment partout. Et donc ils ont fait appel à von Neumann, je vais commencer par von Neumann, qui en fait est l'inventeur des V1 et des V2, et aussi de la bombe atomique plus tard, hein, qui ira sur Hiroshima et après Nagasaki. Euh, et cet homme-là, faut parler un petit peu de son psychologique. C'est un homme c'est un gagnant, c'est un fonceur. Il n'aime pas perdre. C'est un mauvais perdant. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est simplement avancer dans la technologie, dans la science. Son leitmotiv, c'est la science, coûte que coûte. Coûte que coûte, quand je dis coûte que coûte, c'est-à-dire que vous allez voir, il s'en fichera complètement de la vie humaine. On va en parler. Et ça, donc, pour Norbert de l'Arte, ben, justement, on en parlera également. Et von Neumann, bien sûr, ne faisait pas que des émules, comme on dit, hein, mais surtout des ennemis à l'intérieur même du corps scientifique, dont un homme que vous connaissez très bien, un homme qui était très humble, très intelligent, avant-gardiste, plus que tout le reste, d'ailleurs. Et il s'appelle Nikolai Tesla. Voilà. Nikola Tesla a travaillé avec von Neumann sur un projet commun, à la demande d'Albert Einstein. Pourquoi? Parce qu'Albert Einstein ne pouvait pas s'occuper de tout, mais il a chapeauté cette expérience-là, car il avait lui-même obtenu les plans d'une machine. Les plans d'une machine révolutionnaire qui, normalement, rend invisible au radar, justement, tous les bâtiments de l'US Navy. Alors, il a donc réuni son équipe, donc Tesla et von Neumann. Ils ont commencé à faire des expériences au fur et à mesure qu'ils montaient la machine à bord de l'USS Eldridge, que vous voyez derrière moi. Et malheureusement, à chaque fois, ça ne fonctionnait pas. Il y avait toujours quelque chose qui dérapait, quelque chose qui grillait, des petits incidents à droite à gauche, des petits accidents aussi hein, de travail, hein, tout simplement. Et au bout de la 9e tentative, il y a eu vraiment des blessés, vraiment quelque chose de bien plus grave. Et Nikola Tesla a demandé à Einstein, déjà dans un premier temps, de faire en sorte de maîtriser hein, l'engouement de von Neumann pour faire cette expérience, car il ne prenait pas en compte la vie humaine, justement. Il ne prenait pas en compte qu'il y avait des gens sur le chantier, il y avait des soldats qui pouvaient être blessés, etc. Von Neumann était un fonceur, il s'en fichait complètement. Son objectif, c'était arriver au but. Le but, c'est ça, et le reste ne compte pas. Seul le final compte. Voilà. Donc, Tesla n'arrive pas à se faire entendre auprès de Einstein, malgré tout, et il décide de partir. Il a claqué la porte, et von Neumann a continué à travailler seul. Seul, oui et non. Parce que bon, Albert Einstein est toujours là pour l'aider, etc. Et c'est à ce moment-là que justement, ils ont fait appel à un petit jeune qui s'appelait Thomas Armstrong Brown. Vous pouvez l'avoir dans Doc, dans Retour vers le futur. Voilà, Thomas Armstrong Brown a vraiment existé hein, donc l'a assisté pour monter la machine. La machine dans l'USS Eldridge qui justement était dans la salle des machines. Euh, non, je dis une bêtise. Elle était sur le pont, pardon, mais on va parler de la salle de machine. Voilà.
Lorsque la machine a été prête, bien sûr, tout le monde était content. Hein, il y avait même les photographes qui étaient là sur le quai, parce qu'en fait, cette Eldridge n'était pas au large. Hein, ils auraient pu faire une expérience au large, mais ils ont préféré faire ça à quai, parce que c'est là où justement il y a le plus de bateaux, plus de radars possible pour pouvoir voir si au milieu d'eux, le bateau disparaissait au radar ou pas. Alors, ça s'est fait par étapes. Hein, il y avait un protocole, ils ont fait le protocole. Et lorsqu'ils ont mis la machine en route, il s'est produit un phénomène qu'ils n'avaient pas prévu. Un phénomène inattendu et imprévu. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que la puissance de cette machine augmentait, donc il l'augmentait, plus elle générait de l'énergie elle-même, elle s'auto-alimentait en fait, et jusqu'à créer des interférences, de l'électricité partout. Donc je pense que si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer, c'est à peu près ce que vous pouvez imaginer avec la 5G, on va dire, plutôt le Linky, quand il se met à exploser, en fait, il fait des éclairs partout. Ben, c'est ce qui s'est passé à bord de l'USS Eldridge. Alors, les savants sont partis tout de suite, hein, Neumann et Thomson Brown sont partis, et laissant l'équipage à son, comment expliquer, à son triste sort, car lorsque la puissance de cette machine était à son paroxysme, ça a ouvert une brèche dans l'espace-temps. C'est-à-dire que le bateau n'a pas uniquement disparu des radars, mais il a littéralement disparu. Il a littéralement disparu aux yeux de toutes les personnes qui étaient sur le quai. C'est-à-dire que le bateau, à quai, on ne pouvait pas le voir, mais on voyait simplement la quille du bateau et la forme qu'il fait dans l'eau. C'est tout ce qui était visible du bateau. Le bateau était dans une autre dimension et seulement sa forme, la forme de la coque était visible dans l'eau. Alors qu'est-ce qui s'est passé à bord de ce bateau? Eh bien, la plupart des soldats ont eu donc des décharges électromagnétiques. Il y en a qui sont morts. Et d'autres, certainement à cause du portail, hein, cette fissure spatio-temporelle, ont été coulés. Et c'est là justement où Norbert de Larté me parlait tout à l'heure. Ils ont été coulés à même le navire. C'est-à-dire qu'ils ont été incorporés, leur corps a été à moitié incorporé, leurs molécules, si vous voulez, sont mélangées avec la molécule du bateau, par endroits. C'est-à-dire que vous pouviez avoir un homme qui avait une main, parce qu'il avait, admettons, il est sur un pont, il traverse le pont, mais il a la main qui reste. Et ben, il reste coincé à travers les deux ponts, la main complètement, bon, il est mort, hein, mais complètement bloquée dans l'acier, même moulé, hein, et carrément, c'est une fusion, quoi. Ils ont fusionné avec le bateau. Sauf deux personnes, deux frères. Et justement, c'est là où j'interviens tout le temps, c'est eh bien, Alfred Bielek, Alfred Bielek, et son frère, qui eux ont été protégés car ils étaient justement dans la salle des machines. Vous savez, à l'époque, c'était les personnes qui mettaient le charbon, etc., dans les hauts fourneaux pour pouvoir donner la patate aux machines, aux hélices, etc. Eh bien, eux, ils ont été protégés car leur salle des machines a fait une cage de Faraday. Voilà. Ils ont été protégés de tout ce qui était ondes électromagnétiques et tout ce qui pouvait être effet interdimensionnel. Je vous expliquerai peut-être ou ce soir ou une autre fois comment fonctionne justement. Peut-être que j'aurai le temps, peut-être en 2-3 minutes, vous expliquer ce que Thomas Howson Brown a observé. Mais juste après cette expérience. Ce qui s'est passé, c'est que Alfred Bielek et son frère, lorsqu'ils sont sortis de la salle de machine, parce qu'ils voyaient que les lumières chez eux commençaient à sauter, ont voulu sortir du bateau. Et en sortant du bateau, ils ont vu tous leurs collègues, hein, leurs amis, morts, brûlés, coupés, sectionnés, moulés dans le bateau. Donc ils ont voulu se sauver et ils ont voulu sauter dans l'eau. Un réflexe. Ils ont voulu sauter dans l'eau.
C'était haut, hein. Mais ils ont voulu sauter dans l'eau et au lieu de sauter dans l'eau, ils ont atterri dans du sable. En fait, ils ont atterri sur une autre plage. Sur une plage, dans une autre dimension. Je vais vous expliquer un petit peu. Lorsque ils ont sauté du bateau, ils ont traversé l'espace et le temps. C'est véridique, hein? C'est véridique. Et ils ont atterri 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. Et 40 ans plus tard, un lieutenant qui était passé colonel entre-temps, même pas capitaine, pardon, capitaine entre-temps, les attendait donc 40 ans plus tard dans une Jeep, donc imaginez la surprise déjà de tomber dans du sable au lieu que ce soit de l'eau. Et ce monsieur, ce capitaine âgé, vient leur demander, donc 40 ans plus tard, imaginez, 40 ans plus tard, de retourner dans le bateau pour aller couper la machine. Parce que la machine qui s'auto-alimentait toute seule continuait à maintenir cette faille interdimensionnelle. J'insiste sur cette faille interdimensionnelle, car justement Albert Einstein, après cette expérience, juste le même jour, mais juste après, il a dit, ils nous ont menti et ils nous envahissent. Voilà la vérité. Il avait tenu ses plans d'une civilisation très avancée qui l'avait grugé. Non seulement il l'avait grugé, mais en plus, il nous envahissait. Voilà ce que hier, déjà, dans ce que disait Mokassa, les choses se rejoignent. Il faut partir du passé pour comprendre le présent. Et donc, Alfred Bielek n'en est pas resté là. Son frère est mort, hein, petit à petit. Mais lui, il est revenu dans le passé. Il est revenu dans le passé. Mais il n'arrivait pas à arrêter cette machine. C'était impossible pour lui d'arriver à l'arrêter. Seulement, il a fait d'autres sauts dans le temps. Un en 2168 et un autre en 2724, je crois, ou 36. Il faut que je revérifie les dates. Et il explique le futur, son futur, sa ligne temporelle. C'est-à-dire que lui, il a vécu quelque chose que si rien ne changeait, s'il n'y avait pas eu d'invasion, il aurait vécu quelque chose. Ça, c'est sa ligne temporelle. Et une fois qu'il est parti en 2700, il est revenu à son époque. Et après, la CIA l'a laissé vivre. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas mis ailleurs, ils l'ont laissé vivre, car ils avaient peur de ce qu'on appelle un paradoxe. Ils avaient peur que le fait de l'éliminer dans le présent, ça allait effacer tout le futur. Voilà. Donc il est mort en l'an 2000, je crois que c'était en 2001 ou 1991. En 2001, je crois qu'il est mort, ce monsieur. Mais il a eu le temps d'expliquer les choses dans son livre. Très controversé, un peu comme Raoult et le reste de la clique, surtout fasciste, hein, où ils s'affrontent en direct devant nous. Hein, eh bien, c'est la même chose qui s'est passé pour lui dans sa vie. Voilà, là c'est l'expérience de Philadelphie. Ce que vous voyez, c'est simplement la représentation d'un bouclier électromagnétique au moment où le bateau, c'est comme si c'était une bulle en fait, spatio-temporelle. De l'autre côté, il peut pleuvoir, ici il peut faire beau, de l'autre côté on peut être dans le désert, ici on peut être dans l'Himalaya, etc. Et justement, ce personnage, parce que c'est un personnage, c'est justement Alfred Bielek. Voilà. Donc, ça s'est réellement passé. Maintenant, je vais vous expliquer ce que Thomas Southern Brown a fait. Cet homme était en fait un fervent un fan de Tesla, et il travaillait beaucoup sur les travaux d'Edison. Et lorsqu'il a travaillé, à un moment donné, il s'est aperçu de quelque chose avec justement ces éclairs, l'énergie libre. Il s'est aperçu... Pardon. Tu peux dire que c'était un Allemand aussi? Oui, c'est un Allemand. Pardon. Oui, je suis emporté avec le fait du retour vers le futur. Je suis désolé. C'est un Allemand également. Excuse-moi. Mais avec une autre philosophie. Voilà. Plutôt tourné vers Tesla que vers Neumann. Même Edison. Il aimait beaucoup les travaux, mais il n'aimait pas le personnage d'Edison. Rappelez-vous qu'Edison était un homme détestable et détesté par
par Tesla déjà, et que pour arriver à être détesté par Tesla, il en fallait beaucoup. Et la différence entre Edison et Tesla, c'est que Edison, lui, a pris et nous a imposé en fait le courant alternatif, très pas assez puissant en fait pour pouvoir décoller. Et Tesla, lui, c'était le courant continu. Voilà, la différence, elle était là. Et donc, c'était une rivalité, hein, toute leur vie, c'était une rivalité, ce courant alternatif et ce courant continu. Qui allait gagner, qui allait l'emporter, etc. Et vous connaissez la fin de Tesla. Il est mort dans un hôtel et les brevets ont été volés par JP Morgan Chase, hein, la banque. Euh, donc il est mort pauvre et méconnu. Très grand, savant, mais pour nous le public, Tesla, c'est pas très longtemps qu'on le connaît, malheureusement. Et donc Thomas Alva Brown, ce qu'il a découvert, et grâce à Edison et à Tesla, c'est que un éclair n'est pas seul. Un éclair, autour d'un éclair, il y a un liseré noir qui l'entoure. Quand vous regardez les éclairs dans le ciel, quand il y a de l'orage, vous ne le voyez pas dans la nuit, parce que déjà ça voyage à la vitesse de la lumière. Première chose. Mais si vous aviez ce qu'il faut pour pouvoir observer les éclairs, vous verriez que autour de l'éclair, il y a de chaque côté une bande noire. Et cette bande noire, vous n'allez pas le croire, ce qu'il a fait. Il a réussi à l'étirer. Il a étiré la bande noire qui entoure l'éclair. Et il a regardé à l'intérieur. Et à l'intérieur, devinez ce qu'il a pu découvrir à l'intérieur. Jean-Philippe, Bokassa, pardon. Est-ce que tu sais ce qu'il a découvert à l'intérieur? Je pourrais en parler jusqu'à demain matin, mais je te laisse. D'accord. Il a découvert, je résume, il a découvert l'espace et le temps. À l'intérieur, autour d'un éclair, il y a l'espace-temps. Voilà. Donc si on arrive à tirer ça, on peut voyager dans l'espace-temps. D'où justement on parle des Stargate, hein, les portes des étoiles. C'est simplement un éclair qu'ils ont réussi, donc de la haute énergie, qu'ils ont simplement réussi à maintenir ouvert pour pouvoir passer. C'est ça Stargate. Ni plus ni moins. Voilà. Je vais donner la parole à mon ami Mokassa pour sa partie. Et on pourra toujours échanger parce qu'à un moment donné, on va se rejoindre. Voilà. Mokassa, c'est à toi. Ok, bonsoir à vous tout le monde, bonsoir à vous les gens, bonsoir à vous tous les gens qui peuvent être là ce soir. Je vais vous faire un petit entre guillemets, auparavant je vais vous parler d'autre chose. Je pourrais vous parler longuement de ce que Philippe développe parce que moi-même je suis retraité de la Marine nationale, j'ai passé 17 ans de ma vie. J'ai passé 6 ans à la TAF, territoire australien-antarctique français. J'ai travaillé longtemps pour des programmes des complexes militaires industriels, scientifiques et spatials français, notamment des programmes spécifiques. J'étais longtemps sur la base du Mont d'Urville, qui est une base scientifique française dans les terres australes. Et j'ai été régulièrement sur la base Concordia en Antarctique, sur le plateau C. À l'époque, on travaillait avec le bâtiment Le Nadir, c'est un bâtiment scientifique de la Marine nationale, et l'Atlante. Et il nous accompagnait souvent le navire que vous connaissez tous, qui s'appelle, pour beaucoup, quoi, enfin, je ne sais pas si vous le connaissez, mais le Marion Dufresne. À l'époque, donc, moi, je faisais des transports de convois logistiques pour ravitailler les bases du Mont d'Urville et de Concordia en Antarctique. Donc j'ai participé à des programmes de géodésie spatiale, etc. et à d'autres programmes spécifiques. Mais j'ai un droit de réserve, bien évidemment, encore. J'ai l'obligation de ne pas dire les programmes pour lesquels j'ai participé. Néanmoins, je rejoins Philippe en ce qui concerne ce qu'il vient de développer, en ce qui concerne le projet Philadelphia, quoi, le programme Arc-en-Ciel, le programme, parce que c'est ça, c'est le programme Arc-en-Ciel. Effectivement,
Bon, après, vous avez bien compris qu'ils ont développé ce programme en coulisses plus profondément et ils sont arrivés à leur fin, bien évidemment. Moi, je voulais vous parler d'un homme que j'ai rencontré il y a une quinzaine d'années. C'est un Russe. Avant qu'il y ait ces problèmes de Covid, je me rendais 3 fois par an dans des conférences, dans des conférences des complexes militaro-industriels. Je me rendais 3 fois par an dans ces conférences parce que ça m'intéressait, parce que je connais beaucoup de camarades qui m'y ont convié et invité, et je me suis intéressé beaucoup aux technologies des complexes militaro-industriels. Et un jour, j'ai rencontré un homme, c'est un astronome russe, qui s'appelle Vladimir Koval. Cet homme-là fait partie du complexe militaro-industriel soviétique, russe. Il nous a expliqué, il a fait un super ouvrage, il a fait des conférences à travers le monde, et il nous a expliqué la réalité du système solaire, comme je l'expliquais hier et avant-hier. Il nous avait déjà expliqué tout cela, comment tout cela a été mis. Lui avait déjà, bien sûr, développé sur la planète alvéolière. Il nous avait déjà expliqué que nous étions une lune qui tournait autour d'une grosse planète gazeuse, etc. Il nous avait expliqué, c'est comme un Monsieur X. C'est comme Brock Soccer a rencontré, c'est un autre Monsieur X qui avait développé bien avant tout le monde beaucoup de choses. Lui, je l'ai rencontré dans une conférence il y a une quinzaine d'années, et je l'ai revu dans d'autres conférences. J'avais été à Saint-Pétersbourg à l'époque, suivre cette conférence. J'ai gardé tous les documents, bien évidemment, parce que... Et il nous avait expliqué cela, qui était lié à ce que Philippe nous a expliqué, qu'ils avaient réussi déjà en 1980, les Russes, il parle du complexe militaro-industriel russe, qu'ils avaient déjà réussi à maîtriser ce type de technologie, et qu'ils avaient pu réussir, entre guillemets, à visiter le système solaire interne grâce à ces technologies, en fabriquant bien sûr des matériaux spécifiques pour aller les visiter, des sortes de sondes, et ils avaient fabriqué bien évidemment des réplicants. On en a déjà parlé, des réplicants, parce que vu les radiations avec le soleil, envoyer des humains, c'était très, très compliqué. Ils auraient été totalement irradiés avec les radiations solaires. Donc ils avaient fabriqué des réplicants, donc des robots biologiques, avec le tout début de l'intelligence artificielle. Et cet homme-là nous avait plus exactement... c'est un monument qui est extrêmement connu dans ce milieu-là. Je sais que la plupart de vous ne le connaissent pas, mais moi je le connais très bien, et les gens qui naviguent dans ce type de milieu le reconnaissent. Il nous expliquait cela. Je vais parler un tout petit peu de la Lune. La Lune, on sait que la Terre n'avait pas de satellite auparavant. Selon une théorie spécifique, qui n'est pas une théorie d'ailleurs, notre satellite a été terraformé, formé par un impact spécifique. Soi-disant, la théorie basique, je vous parle de la théorie basique, notre satellite a été formé par l'impact de la Terre avec un objet céleste. Ça, c'est la théorie du paradigme contrôlé, des oppositions contrôlées. Et donc, derrière ça, Vladimir Koval, lui, il nous a expliqué toute une autre histoire, toute une autre théorie qui est beaucoup plus cohérente, qui est beaucoup plus technique et beaucoup plus réaliste, en fin de compte. Lui, c'est pas une supposition, c'est que vous allez bien comprendre aujourd'hui que pourquoi on ne va pas sur la Lune, qui est l'objet le plus proche de chez nous, alors qu'on va sur Mars et sur d'autres planètes, mais on ne va pas sur la Lune. La Lune a été amenée sur notre Terre par des entités spécifiques, ce qu'on appelle à l'époque, que vous ne connaissez pas dans l'ufologie, mais il n'y a pas de l'ufologie généralisée, ce qu'on appelle les astro-ingénieurs. Car depuis les années 80, même le complexe militaro-industriel, scientifique et spatial français, on a commencé à fabriquer des appareils sur la base de types de sous-marins. Et donc, ça fait depuis les années 60, on a fabriqué des sous-marins, toutes sortes de sous-marins spécifiques. Ils ont différents codes. Et
on s'est basé sur la classe suffrême. Vu qu'on a fait de la rétro-ingénierie, nous aussi les Français comme les Américains, il n'y a pas que les Américains, hein, il y a les Russes, les Français, les Asiatiques, etc. On fait de la rétro-ingénierie. Et donc on s'est basé sur une base de classe suffrême, de sous-marins de classe suffrême, pour fabriquer des appareils, des complexes militaro-industriels pour voyager et pour visiter, entre guillemets, le système solaire interne. Et derrière ça, on a découvert des artefacts à des endroits, ils les appellent aujourd'hui les astro-ingénieurs, qu'il y a environ 1 à 1,5 milliard d'années, ils ont localisé que les habitants de la Terre puissent un jour deviner cette origine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artefacts sur la Lune. Le diamètre de la Lune est tel que pendant l'éclipse solaire, elle forme complètement et parfaitement et ferme parfaitement et complètement le Soleil. C'est pas un hasard. Il faut bien vous expliquer que c'est pas la Lune qui fait les marées. Les marées que nous subissons sur la planète alvéolière Terre, c'est l'effet de l'attractivité de la planète gazeuse sur laquelle nous tournons. La Lune est un objet artificiel, car aucune attractivité spécifique. Il faut reprendre un peu pour ceux qui arrivent. Nous sommes dans un dôme posé sur une grosse planète alvéolaire. C'est-à-dire que sur cette petite planète, enfin grosse planète on va dire, il y a 100 dômes, comme le nôtre. Et cette planète tourne autour d'une plus grosse planète, genre Jupiter. Et en fait, on tourne autour d'elle. On est une lune. Mais pas que nous. Notre système solaire, les 9 planètes du système solaire, ce n'est pas un système solaire. En fait, ce sont les 9 lunes, ou voire plus encore, qui tournent autour de cette grosse planète gazeuse. Voilà déjà le gros mensonge, quoi. Déjà, ce qu'on nous a raconté à l'école, etc., ça vole en éclats. Et là, donc, on dit que cette lune que nous voyons tous les jours est fabriquée, créée, artificiellement. Je te laisse continuer. Voilà. Donc, le diamètre de la Lune qu'on voit actuellement est tel que pendant les éclipses solaires, elle ferme complètement et parfaitement le Soleil. La Lune change périodiquement ses phases et fonctionne ainsi comme un chronomètre cosmique. Les observations de la Lune ont permis à l'homme d'inventer ce qu'on appelle les premiers calendriers. La Lune, en réalité, est énorme. C'est un corps céleste de cette taille ne pourrait pas apparaître seul à proximité d'une planète intérieure aussi petite que la Terre. D'accord? Dans la logique mathématique et astrophysique, et dans l'astrophysique, si ça serait vraiment une Lune, elle serait en totale contradiction avec notre planète. Nos marées et les vagues feraient plus de 100 mètres de haut. D'accord? En réalité, elle est beaucoup plus énorme, mais elle est creuse. C'est pour ça qu'elle n'a pas une interaction électromagnétique et elle n'a pas une attraction spécifique en ce qui nous concerne. Un corps céleste de cette taille ne pourrait pas apparaître seul à proximité d'une planète intérieure aussi petite que la Terre. Mercure et Vénus, qui sont d'autres lunes, comme nous, qui naviguons autour d'une grosse Jupiter, n'ont pas de satellite propre, à part Mars, qui a 2 petits cailloux de diamètre insignifiant. Et ce sont aussi des lunes artificielles. En fait, le système Terre-Lune est une double planète, selon Vladimir Koval et d'autres, les astro-ingénieurs n'avaient pas ramené la Lune d'un quart de la Terre. En fait, le système Terre-Lune est une double planète spécifique. Ces astro-ingénieurs n'avaient pas ramené la Lune de chez eux. Ils l'ont recueillie dans le système solaire externe, dans la barrière d'astéroïdes, dans l'anneau qui est derrière nous. Avant, elle était une planète qui avait sa place entre nous et Mars. C'était juste un caillou basique. Ils l'ont creusé. On se retrouve maintenant, quand vous parlez de la ceinture d'astéroïdes, en réalité, c'est juste un anneau qui est derrière nous,
qui tournent autour de ces grosses planètes gazeuses. Aujourd'hui, d'après les calculs astronomiques, pas du paradigme des oppositions contrôlées, mais du paradigme des oppositions non contrôlées, c'est-à-dire des scientifiques libres, il semblerait que dans cette zone, il manque une planète. Et bien évidemment, il y aurait eu la planète, ce qu'on appelle Phaéton, ce que Zacharias Sitchin a décrit comme Tiamat, qui a ensuite explosé. Mais toute la masse des astéroïdes que selon Zacharias Sitchin et d'autres théoriciens du paradigme contrôlé serait le reste de la planète Phaéton. Ne suffisait pas à former une planète de la taille de la Lune. Phaéton était là, mais elle n'a pas explosé. Ce dont Vladimir Koval et d'autres scientifiques qui ne sont pas contrôlés par le paradigme de la NASA et autres, la planète a été déplacée près de la Terre. La Lune est le morceau restant de Phaéton. La Terre présenterait des possibilités potentielles pour la naissance de la vie. Et ces astro-ingénieurs, si vous voulez, de l'époque, avaient remarqué qu'on avait organisé ce changement pour eux. Ils avaient donc rapproché la Lune de la Terre, et grâce à cette Lune, les marais ont pu se fluctifier. C'est-à-dire qu'ils ont apporté, grâce à cette Lune, et si vous voulez, ils ont apporté une compensation des marais. Car à l'époque, l'attraction de la planète gazeuse sur laquelle nous tournons était extrêmement puissante. Et donc, les vagues et les marées étaient extrêmement élevées. On avait des vagues qui dépassaient 30 ou 50, voire 100 mètres. Suite à l'attraction de la planète gazeuse pour laquelle nous tournons. Et la Lune a fait réduire la puissance attractive de la planète gazeuse auquel nous tournons. Pour ceux qui ont vu le film Interstellar, il y a une planète sur laquelle ils atterrissent et on voit des vagues géantes. Voilà, c'est les rats, c'est exactement ça. C'est ça. Et donc, la Lune qu'ils ont mis en place a réduit cela. D'accord. Les marées ont commencé sur notre planète, des volcans se sont formés, il y aurait eu au développement de la vie. Ils ont, grâce à cette Lune, contribué au développement de la vie, car entre les volcans et les vagues qui faisaient 100 mètres de haut, la vie était impossible à se développer car ça s'arrêtait jamais. Et donc, ils ont apporté cette Lune pour mettre en contradiction l'attraction spécifique de la planète gazeuse laquelle nous tournons. Bien sûr, il y a le Soleil, mais il y a 12 Jupiters comme la nôtre. Et autour de ces Jupiters, il y a entre 10 et 15 lunes, comme nous, comme la planète Terre, qui naviguent autour de ces gros Jupiters. Tout ce que on vous a fait voir dans le paradigme de l'astrophysique moderne est une manipulation. Moi, quand j'étais en Antarctique pendant 6 ans, j'ai rencontré des astrophysiciens, beaucoup de scientifiques du complexe militaire-industriel. Et un jour, on transportait une lunette d'observation qu'on devait mettre sur un appareil spécifique pour observer quelque chose de spécifique. Moi, j'étais bien évidemment à un niveau d'accréditation très bas et j'avais pas les acheminements du pourquoi du comment. Néanmoins, on pouvait entendre et on a compris dans les grandes lignes le pourquoi du comment. Et c'est de là, c'est pour ça que j'ai un peu de réserve, c'est de là que j'ai compris en vérité toute la manipulation de tout cela. Et donc, en fin de compte, cette Lune qu'ils ont apportée a contribué au développement de la vie sur notre planète il y a 3,5 milliards d'années. La Lune n'est pas seulement une forte confirmation que l'humanité est un phénomène unique, cela fait peut-être partie d'une expérience de programmation de la vie dans l'univers par, je dis bien, ce qu'on appelle des entités, les astro-ingénieurs. Ils les appellent pas les extraterrestres, ils les appellent les astro-ingénieurs. Et donc, ils ont apporté cette Lune pour mener une expérience, il y a 3,5 millions d'années,
de programmes spécifiques de propagation à la vie dans l'univers. Mais pourquoi les expérimenteurs ne reviennent-ils pas voir le résultat de leur expérience? Peut-être que ce n'est toujours pas le moment, ou peut-être que, vu 6 milliards d'années, ils sont passés à autre chose, et d'autres phénomènes ont surgi, et il s'est passé d'autres événements. N'oublions pas que parmi nous, s'ils sont parmi nous, ils regardent poursuivre le développement de l'humanité tout entière, et surtout pour surveiller la dissuasion nucléaire des superpuissances, ou plutôt des armes de destruction massive. Donc je n'y crois guère, on n'y croit guère. On a retrouvé beaucoup d'artefacts à travers les différentes lunes qu'on puisse connaître. Quand on vous parle du système solaire, en fin de compte, notre petit système solaire qu'on vous parle, que vous connaissez partout, c'est juste le système solaire interne qui tourne autour d'une grosse Jupiter. Et des grosses Jupiters, comme ça, il y en a 12. Il y en a 12. Si vous écoutez des reportages de Rock Soccer avec Monsieur X, il vous explique ça en détail. Lui aussi, il a fait partie des complexes militaro-industriels, scientifiques et spatials français, mais avec une très grande accréditation. Il a fait partie des Black Projets, des programmes secrets du complexe militaro-industriel français. N'oubliez pas que nous, en France, nous n'avons rien à envier aux Américains, ni aux Russes. Nous avons aussi nos propres appareils, nous avons aussi nos propres bases, nous avons aussi notre propre station indépendante spatiale. Comme les Russes, comme les Américains, comme les Asiatiques. On vous a tous menti. L'ISF est dans une piscine. Il n'y a pas d'ISF dans l'espace. Les seules bases, les seules stations qu'il y a dans l'espace, ce sont des stations des complexes militaro-industriels. Et autour de Jupiter, justement, il y a une station spatiale. Voilà. On en parle. Bon, derrière ça, c'était juste pour pour vous expliquer un petit truc, un petit détail du mensonge universel total. Ce qu'on appelle le mensonge universel total. Parce qu'il y a un grand mensonge, tout est manipulé, tout est faux. On vous a fabriqué tout de A à Z, on vous a mis sur une voie de garage, toute l'histoire on vous l'a fabriquée, on vous a menti sur tout. Sur tout de A à Z. Moi à l'époque, quand j'étais à Dumont-Durville est géré par l'Institut Paul-Émile Victor. Hein, L'Institut polaire Paul-Émile Victor, c'est juste sa couverture civile en réalité. À l'époque, quand on faisait des programmes de géodésie spatiale, on participait à d'autres programmes parce qu'on n'avait qu'une fenêtre de 4 mois et demi de navigation dans les terres australes et antarctiques français. Il n'y a que 4 mois de navigation. Après, quand c'est l'hiver austral, on ne peut plus naviguer. La houle fait 30-40 mètres, on passe les 40e, les 50e, les 60e rugissants, peu importe le bâtiment. Moi, à l'époque, j'étais sur l'Albatros, numéro de coque 911. D'accord. On n'avait qu'une fenêtre restreinte de navigation pour alimenter les bases de Dumont-Durville et de Concordia qui fonctionnent toute l'année, comme les bases américaines et russes. Et donc, derrière ça, on participait à différents programmes. Et j'ai participé à un programme spécifique, je vais vous en parler ce soir. Ce qu'on appelle les OSNI, les objets non identifiés sous-marins. On avait un radar altimétrique sur notre bâtiment et on repérait bien évidemment des choses sous l'océan qui allaient à des vitesses qui étaient bien évidemment incompréhensibles parce qu'on n'avait pas les moyens technologiques nous-mêmes de naviguer à ces eaux profondes à ces vitesses-là. Et en 1997, on a repéré des anomalies, ce qu'on appelle, dites magnétiques, sous l'océan. Et donc, on arrive avec ce radar spécifique pour faire des repérages. On a lâché des bouées sondes sur une ligne spécifique. Et on a essayé de repérer, de suivre ces objets ou ces anomalies magnétiques.
À l'époque, on les accompagnait du navire qu'on appelle le Nadir. C'est un navire scientifique de la Marine nationale. Et grâce à l'Ifremer, ils nous avaient prêté le Nautil. C'est le seul sous-marin au monde qui peut descendre à plus de 6000 mètres de profondeur avec homme à l'intérieur. Et donc, effectivement, on a découvert à 5400 mètres de profondeur un site énorme. Énorme. Un site énorme, cyclopéen, extrêmement vaste. Et on a repéré des objets qui naviguaient à des vitesses extrêmes sous l'océan, qui était à l'époque totalement impossible, vu la technologie qu'on pouvait avoir. Et on s'est rendu, et c'est là qu'on s'est rendu compte, quand moi c'est là que je me suis rendu compte que l'Antarctique était qu'un équateur. Un équateur qui faisait 368 000 km de circonférence et 9 000 km de large. Et sous cet équateur, il y a des tunnels qui passent à un autre océan. Et ces objets naviguent. Et donc 80% des objets, des ovnis, enfin c'est pour ça qu'il y a la manipulation avec l'ufologie, sont intraterrestres ou intraocéaniques. Nous vivons sur une planète où nous ne sommes pas seuls. Il y a des intraocéaniques et des intraterrestres. Et bien évidemment, nous avons compris, lorsque nous avons opéré ce site, qui est un site qui doit avoir, pour les océanographes du complexe militaro-industriel, il y a 240 000 ans, plus ou moins. Ça veut dire qu'à cette époque-là, l'océan était très bas, parce que c'était un site à l'air libre. Et tout le système planétaire était totalement différent. Les pôles n'étaient pas à ces endroits-là, etc., etc. Et donc, derrière ça, on a trouvé un site qui faisait à peu près 10 km², qui est assez cyclopéen, parce qu'on n'a plus qu'à aller avec le Nadir, ou des robots qui peuvent descendre en grande profondeur. On a cartographié le site par géodésie spatiale, et on s'est rendu compte que c'était un site hallucinant. Il faut bien comprendre qu'à ce type de profondeur, la visibilité est nulle. Il fait noir complet. Spécifique. Les infrastructures. Et on a repéré des choses qui dégageaient une onde électromagnétique et magnétique. Donc des artefacts. Le complexe militaro-industriel, scientifique et spatial a récupéré ces artefacts. Et sur ces artefacts, ils ont fait de la rétro-ingénierie. Et de là, on a fabriqué un programme spécifique avec la base de Suffren. On a fabriqué des appareils qui puissent naviguer à l'extérieur de notre planète grâce à ces... Les Américains ont eu Roswell, nous on a eu ça, les Français. On a récupéré une technologie qui n'est pas extérieure à la Terre, mais qui est antérieure. On a récupéré une technologie qui est là depuis des milliers d'années, qui appartenait à une civilisation qui était antérieure à la nôtre depuis très longtemps. Dans la civilisation de l'Indus, il y a ce qu'on appelle les Vimana. Il ne faut pas croire que tout vient de l'extérieur. Sur notre planète, avant nous, il y a eu des grandes civilisations qui ont développé des grandes technologies. Mais il y a eu un reset, ils ont disparu, et on a retrouvé, entre guillemets, ces artefacts. Ces matériaux spécifiques. Et on a fait de la rétro-ingénierie sur ces matériaux. C'est pas comme Roswell, comme les Américains vous expliquent. Tout ça, c'est une fourberie. La plupart de la rétro-ingénierie des appareils des complexes militaro-industriels, ce sont de la récupération d'artefacts d'anciennes civilisations. Moi, quand j'étais en Irak, j'ai tiré sur personne. Je travaillais pour un programme de récupération d'artefacts sur les sites irakiens, babyloniens et sumériens. J'ai jamais tiré une balle sur personne. Je travaillais dans un programme spécifique.
et ont récupéré avec des infrastructures sous terre, à 30, 40, 70 mètres sur terre, des artefacts qu'on repérait avec des satellites spécifiques. Tout ce qu'on vous a expliqué est un mensonge éhonté. La plupart de la rétro-ingénierie des appareils des complexes militaires industriels qui voyagent au-delà de notre sphère sont la récupération de technologies d'anciennes civilisations. Il n'y a pas de Roswell, un vaisseau s'est écrasé avec l'extraterrestre, tout ça c'est de la connerie monumentale. Ça c'est des noces arrangées, ça. Il y a eu des contacts avec des entités, des autres, mais il n'y a pas eu de Roswell à proprement dit, entre guillemets. 90%, c'est de la récupération d'artefacts de civilisations antérieures à la nôtre. Le reste, ce sont des échanges technologiques avec eux. Nous, le complexe, la France et le complexe militaro-industriel est la troisième puissance nucléaire mondiale. La troisième puissance militaire mondiale. À Drummondville, nous avons une base en grande profondeur sous l'océan Arctique. Nous n'avons rien à envier aux Américains et nous n'avons rien à envier aux Russes. Nous avons même voire une technologie égale à ces gens-là. Nous avons aussi des appareils des complexes militaro-industriels qui vont à l'extérieur de la sphère. Nous avons aussi des colonies. Nous avons aussi des structures spécifiques sur d'autres lunes. Il n'y a pas que les Américains. Les Américains, c'est le nonos arrangé pour les gens. Nous, tant mieux pour nous, qu'on s'occupe des Américains. Comme ça, nous, on travaille en coulisses et personne ne nous emmerde. Les Russes, c'est pareil. C'est toujours les Américains. On croit qu'il n'y a qu'eux. Mais il n'y a pas qu'eux. Et ça arrange tout le monde qu'on focalise sur les Américains. Ça arrange tout le monde. À l'époque de l'histoire de l'amiral Egbert, l'histoire c'est encore controversée et manipulée. Quand ils ont été attaquer les bases nazies en Antarctique. Ce qui les ont attaqués, c'est pas les nazis, etc. Ce sont les autres qui sont de l'autre côté de la barrière de l'équateur antarctique, les anciennes civilisations qui sont passées de l'autre côté, les Atlantes, la Lémurie, les Toltecs, certains Mayas, et d'autres, et les civilisations de l'Indus et d'autres. D'autres qu'on a oubliés dans l'histoire, qu'on vous a effacés, mais qui avaient des grandes technologies. Il y a eu plusieurs grands conflits mondiaux sur cette planète de thermonucléaire. C'est pour ça qu'il y a des sites extrêmement irradiés. Nous, la France, on a retrouvé en République d'Afrique centrale une ancienne centrale nucléaire qui a plus d'1 milliard d'années. 2 milliards. Et ça au Mali, tu as raison. Voilà. Enrichi. On peut le faire qu'avec des technologies supérieures, des centrifugeuses. C'est pas dans la nature. Et bien évidemment, on a retrouvé des infrastructures sous terre. La France a exploité immédiatement tout cela. On a bien compris que c'était pas naturel. On a trouvé plein de choses qu'on vous cache, qu'on vous dit pas. Il y a des gens comme Anton Park et Zacharias Sitchin qui ont essayé d'ouvrir l'esprit aux gens pour leur expliquer certaines choses. C'est comme pour les pyramides d'Égypte, ils ont plus de 65 000 ans. Les Égyptiens, c'est juste, ils les ont utilisés, mais ils n'ont rien fabriqué. Il y a toute une manipulation là-dessus. En Chine, il y a 300 pyramides. En Amérique du Sud et centrale, dans le Yakutan, il y a plus de 70 pyramides. En Yougoslavie, il y a une pyramide qui est plus vieille que celle-là des Égyptiens. Et tout ça, on ne vous dit pas la vérité. Avant, il y avait plusieurs civilisations d'ordre mondial. Oui. Ah. Ah, ah.
Ça sent pas bon ça. Alors je sais pas ce qu'il se passe du côté de Mokassa. Mokassa, tu m'entends? Allô, allô? Il semblerait que ce soit le serveur de Mokassa. Alors je vais continuer, hein. Mokassa, donc il a un problème technique avec son serveur. J'arrive pas à y accéder, hein, regardez bien, j'arrive avec les autres, mais pas à celui-ci. Peut-être qu'il viendra sur un autre, je sais pas. Euh, pour l'instant, en tout cas, non. Peut-être que je vais l'appeler. Alors voilà. Donc, ce qu'il explique, c'est que on nous a menti sur l'histoire, hein, de l'humanité, sur l'histoire de la planète, sur l'histoire du système solaire, etc., etc., etc. On s'en doutait, mais nous, on a des preuves. Et pas que nous, il y a d'autres lanceurs d'alerte, hein, Corée Woods, etc., ont vu, ont voyagé dans l'espace, dans des vaisseaux sur Mars, la Lune, etc. Aussi. Euh, le fait est que on ne s'attend pas à découvrir une telle réalité. On ne s'attend pas à ce qu'on puisse un jour vous dire, attendez, attendez, à l'école on apprend ça, mais si vous saviez qu'en fait la réalité est autre, est-ce que vous arriveriez à y croire? Je ne pense pas. C'est pour ça que nous investiguons vraiment profondément dans tous les domaines pour pouvoir les expliquer. On ne se contente pas d'avoir un professeur qui va nous rabâcher, nous mettre des idées dans la tête. On essaie de savoir par nous-mêmes et de dépasser le professeur si on peut le dépasser. Pourquoi? Ben, tout simplement, ce sont des étudiants qui ont continué dans la recherche ou qui ont stagné avec les cours de programmation mentale de l'éducation nationale et eux-mêmes qui enseignent à plus bas que, donc, à un moment donné ou à un autre, ils sont dépassés et on a besoin de nous, personnellement, de nous dépasser pour pouvoir comprendre la réalité des choses. Voilà. Donc les pyramides, bien sûr, il y a des reportages que je vous conseille, notamment Le secret des pyramides, hein, 1 et 2. Hein, c'était passé avec BTLV à un moment donné, que je ne porte. J'aime bien l'émission, mais je ne porte pas particulièrement les présentateurs dans mon cœur, bien entendu. Car, bien sûr, ils ont porté haut et fort Macron lorsqu'il s'est présenté. Hein. Et je leur ai envoyé 2 exemplaires de mon livre. Et apparemment, Bob n'était pas au courant, mais Michel censure mon livre. Voilà, donc la vérité, vous la connaissez. Donc, ce qui se passe, c'est que les artefacts sont récupérés donc, dans tous les pays du monde. Les guerres, notamment, les guerres ont favorisé la mainmise sur ces artefacts. Ces artefacts, que deviennent-ils? Ils sont emmenés en lieu secret, désossés, dépiécés, étudiés pièce par pièce, boulon par boulon, pour savoir si ils arrivent déjà dans un premier temps à le comprendre, à le répliquer ou aussi à l'adapter d'une manière que nous puissions nous l'exploiter. Voilà. Il y a des choses comme des vaisseaux par exemple qui ne peuvent pas encore technologiquement étudier car par exemple le vaisseau des préadamites ils n'ont pas encore réussi à rentrer à bord. Voilà. Sauf les Russes. Apparemment les Russes ont réussi à rentrer à l'intérieur. Donc, je vous parle de ceci car, bien sûr, en Antarctique, il se passe énormément de choses. Hein. Si l'amiral Byrd, justement, est le sujet de Bokassa, c'est que, justement, l'amiral Byrd a fait une découverte. Et j'espère que Bokassa va pouvoir venir bientôt. Euh, je vais lui envoyer un message pour lui demander s'il peut changer de serveur. Donc je lui ai envoyé un message, il va me répondre, nous verrons bien ce qu'il va dire. Ça peut arriver, c'est-à-dire que soit il a un problème chez lui, ah voilà, Mokassa est de retour, il va revenir, voilà, donc il va revenir.
Donc, coucou Lilou, Soleil Divin, ils sont de retour, hein, c'est pour ça que je les salue. Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Ah, ils ne m'entendent pas. Pas encore, mais ça va arriver. C'est déjà bien qu'il arrive à rétablir le serveur. Euh, L'école, en fait, vous savez qu'il y a un dicton qui dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs, en l'occurrence, ce sont, pour nous en tout cas, les nazis. Ils n'ont jamais perdu la guerre. Ils nous ont fait croire, c'est très très bien, c'était subtil, ils nous ont fait croire qu'ils ont perdu. En fait, ils se sont infiltrés aux États-Unis. Dans tous les gouvernements, ils se sont infiltrés. Partout. Oui. Et tous leurs ingénieurs, tous leurs savants ont travaillé dans les grands complexes militaro-industriels et scientifiques et spatiaux, justement, pour justement trouver des moyens de nous éradiquer. D'où la 5G, etc. Ils arrivent très bien. Magdalena, bonsoir, bienvenue sur Discord également. N'hésitez pas à rentrer dans Discord, hein, c'est gratuit et puis c'est convivial. Les gens peuvent même découvrir des documents que vous ne pouvez pas avoir. Donc c'est sympa. Moi, ce que je vous mets simplement sur le commentaire, ce sont quelques brides, hein, de documents qui ne sont pas tous secrets en tout cas. Sur le Discord, par contre, là vous avez une information. Allez-y, quoi. C'est gratuit, c'est une bibliothèque, c'est une encyclopédie qu'on vous met. Une encyclopédie que vous ne verrez jamais, avec des vidéos, des photos de vaisseaux qui nous appartiennent, des vaisseaux que les vaisseaux ont vus, qui ne nous appartiennent pas. Voilà ce qui se passe. On ne dit pas, on peut pas tout dire, tout montrer sur Facebook, bien entendu, mais on a le Discord. Voilà. On va l'attendre pour la suite. Je rappelez-vous qu'aussi pour le niveau des pyramides, autour de la Terre, hein, il y a un bandeau de 100 km de large à peu près. 100 km, c'est pas énorme, mais 100 km. Autour, et il n'y a que des pyramides. Alors, les pyramides peuvent servir à beaucoup de choses. Rappelez-vous qu'à l'intérieur d'une pyramide, ils ont découvert qu'il y avait une énergie verticale. Donc, toutes les pyramides émettent verticalement de l'énergie. Toutes. Donc, ça peut être la forme, tout simplement, ou un appareil qu'ils ont positionné à l'intérieur, ou l'ingénierie de l'époque, ou du moins de cette civilisation avancée, ces civilisations avancées, permettaient justement, naturellement, peut-être de produire de l'énergie. Il n'empêche que ainsi une ceinture qui entoure une planète peut être considérée, et surtout avec l'énergie qui peut être redirigée ailleurs, peut-être aussi sur une autre planète. On appelle cela une sphère de Dyson. Voilà. La sphère de Dyson la plus connue, la plus célèbre, ce sont les anneaux de Saturne. Voilà. Les anneaux de Saturne sont formés par 48 modules, donc artificiels, bien entendu, sont comme des satellites, qui sont donc alignés et qui forment justement ces anneaux et qui captent l'énergie de la planète et normalement devraient les rediriger sur la planète même, voire pourquoi pas une autre planète plus éloignée. Voilà. Georges Vermar. Eh bien, il faudrait regarder avec Georges Vermar pour les conférences sur les pyramides, tout à fait. Alors, les sphères de Dyson, comme je disais, la plus célèbre c'est Saturne, celle de Saturne, hein, mais il n'y a pas que Saturne. Hein. Toutes les planètes où vous voyez des anneaux sont des sphères de Dyson. Pour Saturne, la particularité, c'est qu'au centre des anneaux, il y a un vaisseau de 50 km. Voilà. Il y a un grand vaisseau qui mesure 50 km à l'intérieur. Alors, il y en a qui parlent de Russes, d'autres qui parlent de civilisations plus avancées. On ne sait pas. Ah, un instant. On va voir ce qui se passe. Allô? Ça, c'est la technologie, vous voyez? Encore avec le téléphone. Allô? 5G. Je t'écoute. Allô? Ah. J'ai la 5G là. Là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Allô? Comment? Ben, je pense que ton serveur a sauté. Et là, tout le monde est en train de revenir. On t'attend.
À tout de suite. Ça marche. Ouais. Ok. Et au cas où tu sais, tu as encore Above the Real et Transcendance, si dans le futur ça arrive. Alors, Transcendance, parfait. Bon, comme tu veux. Là, actuellement, ton serveur fonctionne bien. Ok. Alors, tout de suite. Oui. Non, pas du tout. On s'est arrêté, je te dis la vérité, à 65 000 ans pour les pyramides, hein, 300 en Chine, 70 entre Yucatan et USA, et après ça a coupé, net. Voilà, ça t'a coupé dans ton élan. Alors, reboot, t'inquiète pas, je continue. Il n'y a aucun problème. D'accord, merci beaucoup. Alors oui, il a un problème, il est en train de rebooter l'ordinateur, hein. Bon, on va le laisser rebooter. Et nous allons donc parler des pyramides. Pas longtemps, très peu, je connais très peu le sujet des pyramides, j'explique un petit peu. La véritable pyramide qui m'intéresse, moi, se trouve pas sur Terre, mais se trouve sous l'eau. Et c'est justement la pyramide donc, du triangle des Bermudes. C'est la seule qui m'intéresse. Il y en a peut-être une autre aussi qui se trouve en Antarctique ou en Arctique, qui est cristalline, justement, avec un cristal. On n'arrive pas à pénétrer à l'intérieur de la pyramide car elle bloque toutes les ondes. On ne peut pas scanner, si vous voulez, on peut pas scanner cette pyramide. Voilà. Donc, je vais essayer de trouver, bon, je ne pourrais pas vous trouver ça, mais je vous reposterai la pyramide, justement, dont je parle. Elle a été prise par hélicoptère. Et les gens, donc, lorsque vous regardez la vidéo, vous voyez cette pyramide hein, vue du ciel en contrebas. Hein, donc, l'hélicoptère est là, et donc elle est de ce côté-là comme ça. Et donc, elle est émergée. Elle est émergée. Et donc, on la voit très bien. Et elle est très, très, très particulière. Voilà. Je vous la mettrai dès que je trouverai la photo. Voilà, ou la vidéo. Mokassa, est-ce que tu es là? Mais je suis Ah, revenu. Mokassa, il est de retour. Et Mokassa est revenu. Alléluia. Et il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui font que mon Discord il saute. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, tu peux reprendre ou enfin développer en tout cas ton thème. Je t'écoute. On t'écoute tous. Tu as la parole. Alors, je sais même plus où je m'étais arrêté parce que tout le monde a stoppé. Tout a été stoppé. Je vais vous poster quand même que tu puisses poster aux gens quelques photos D'accord? dont je parlais sur le pour essayer de comprendre un peu quand même. D'accord. Alors j'essaie de faire la dernière fois, j'ai pas réussi. Oui, tout à fait, il y a un portail interdimensionnel, je pense également comme toi, Richard. Donc je reprends, je poste les photos justement de la Lune, hein, la Lune artificielle. Vous devez cliquer dessus, hein, parce que le problème c'est qu'on ne peut pas copier les images et les mettre directement sur Messenger, sur le commentaire. Je pense que Facebook a mis beaucoup de restrictions justement, Ah oui, et ça devient un peu chiant, mais on n'a pas trop le choix. Voilà. non, on n'a pas trop le choix malheureusement, mais Ouais. on sait qu'il met des restrictions partout, on parle de choses qui Ouais. assez particulier, assez particulières. Néanmoins, Pierre humide. on a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de photos des complexes militaires-industriels, beaucoup, que j'ai récupéré dans certaines conférences qu'on a pu me fournir, entre guillemets, Oui. de complexes, ici ou ailleurs. Mais pour revenir à ce que je disais, entre guillemets, on nous a tout fabriqué, on a tout manipulé, on a envoyé les gens sur une voie de garage en ce qui concerne l'histoire de notre civilisation, l'histoire des civilisations qu'il y avait auparavant avant nous. Donc, je vous l'avais dit que moi, je suis retraité de la Marine nationale, j'ai participé à beaucoup de programmes spécifiques, des complexes militaires industriels,
Et bien évidemment, nous avons des technologies spécifiques. Nous avons fait de la rétro-ingénierie avec des artefacts que nous avons trouvés qui ne sont pas d'ordre extraterrestre, mais qui sont d'ordre intraterrestre ou intra-océanique ou d'autres civilisations qui avaient bien avant nous. Ça n'a rien à voir avec les extraterrestres, ça n'a strictement rien à voir. Moi, quand j'étais en Irak, je travaillais pour un programme spécifique de récupération d'artefacts. Lorsque, faut pas oublier que la France a la plus grande superficie mondiale océanique, hein, 3 800 000 km² d'océans qui appartiennent à la France, un quart du Pacifique, un tiers de l'océan Indien et une grande partie de l'océan Antarctique et Austral. Je vous l'expliquais, Dumont d'Urville est une base scientifique française avec la base Concordia en Antarctique. Dumont d'Urville qui est géré par l'Institut polaire Paul-Émile Victor, c'est juste la couverture civile pour le complexe militaro-industriel. Derrière ça, tout ce que le complexe militaro-industriel scientifique et spatial français a récupéré est dans le fond des océans et surtout une grande partie sur les territoires africains des anciennes colonies françaises. C'est pour ça qu'on n'a rien envié aux Américains, on n'a rien envié à personne. Et c'est pour cela que notre armée est là-bas. Aussi. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est. On vous apporte des choses extrêmement basiques. Moi, j'ai participé à un programme, c'était en 97 et en 98, lorsque j'étais à l'ATAF. L'ATAF, c'est territoire austral et antarctique français. On était basé à La Réunion. À l'époque, j'étais sur un bâtiment qui n'était pas le Marion Dufresne, qui était l'Albatros, numéro de coque 911. Nous, on transportait le matériel logistique pour les scientifiques via Concordia et Dumont d'Urville. Et on transportait des astrophysiciens, on transportait toutes les équipes scientifiques à Concordia, qui est une base en Antarctique, qui est une base française en Antarctique, qui fonctionne toute l'année. Et à l'époque, on transportait une lunette spécifique qui ne voyait que dans l'infrarouge. C'était pour la recherche de ce que vous connaissez, de ce que tout le monde connaît, de ce que tout le monde a entendu parler, ce qu'on appelle entre guillemets la planète X. Donc, faut bien comprendre que notre système solaire est double. Nous avons notre Soleil que vous connaissez, et derrière ça, il y a une naine brune, qui est un Soleil, une naine brune spécifique, qui met 3500 ans à faire sa révolution. Sa révolution autour, entre guillemets, en contradiction avec notre Soleil interne. Et à l'époque, on transportait cette lunette qui valait des centaines de millions de francs, qui valait 100 ou 150 millions d'euros. Donc c'était délicat, le transport logistique dans les mers australes, c'est extrêmement compliqué. On n'avait que 4 mois et demi de fenêtre de navigation. Et même pendant l'été austral, quand tu traverses les 40e, 50e et 60e rugissants, même en plein été, ça bouscule cher. Hein, ça bouge bien. Et donc, mon travail à cette époque-là, c'était la logistique et le transport logistique de ce type de matériel pour les scientifiques via Dumont d'Urville et Concordia. Donc, il fallait qu'on assure le maintien des matériaux qui valaient des millions d'euros. Il fallait qu'ils arrivent, bien évidemment, intacts. J'ai rencontré donc et j'ai côtoyé, bien évidemment, beaucoup d'astrophysiciens, beaucoup de physiciens, beaucoup de scientifiques, d'océanographes, des complexes militaires industriels, scientifiques et spatials français, à cette époque-là. Je suis resté 6 ans. Et donc, on s'en fout de tout ce qu'il y a pu avoir sur le net ou sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la planète X. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens les programmes pour lesquels j'ai participé et les gens que j'ai rencontrés qui travaillaient vraiment dans la réalité. Tout ce que j'ai pu lire, pour moi, c'est inintéressant et ça ne tient pas la route. Faut pas oublier que c'est un satellite spécifique qu'il avait opéré dans l'infrarouge en 1983. Parce que on la connaît depuis très longtemps, on a menti comme d'habitude, on ment tout le temps. Alors, tu parles de la planète X, dite Nibiru, c'est bien ça? C'est cela. Ok, tu sais que Nibiru a joué longtemps à cache-cache et qu'elle a été découverte en 1971?
par en fait la NASA. Le programme SETI. Découvert par la NASA, par un satellite spécifique, ils voyaient que dans l'infrarouge. Parce que cette planète, cette naine brune, dégage pas, elle dégage un électromagnétique d'une puissance extrême, mais dégage pas une luminosité. C'est une naine brune, c'est une lune noire, un soleil noir, si vous voulez. Oui, oui. D'accord. On peut la voir que dans l'infrarouge. Donc déjà, à l'époque, c'était en 97, moi je me rappelle, l'influence significative de cette... c'est pas une planète, hein, c'est une naine brune. Hein. Ça n'a rien à voir avec une planète. Une naine brune, c'est pas une planète. Une naine brune, c'est un soleil. C'est ça qu'il faut que les gens... On les a trompés et manipulés avec ça. On les a totalement trompés. Alors justement, selon le programme SETI, en 1971, la planète Nibiru a été visible et elle avait tous les aspects d'une vraie planète. Hein. Et en 1972 ou 73, elle a commencé, enfin elle n'a pas commencé, elle est venue justement à l'aspect d'une naine brune. Et ils se sont posé la question, ce qui s'est passé sur cette planète en si peu de temps. Alors ils ont pensé à un cataclysme ou à une guerre, justement. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Tout est erroné dans l'historique de la planète X. C'est pas une planète. Ça n'a rien à voir avec une planète. Une lune brune, c'est un soleil. J'ai mis la photo de la naine brune. Hein. Okay. Bonsoir Jocelyn. Ça n'a rien à voir. Je vais vous mettre une photo. On va voir une photo. Je vais vous mettre une photo astronomique spécifique de ce qu'elle est vraiment. C'est rien à voir. C'est des photos qu'on a récupérées dans des conférences, etc., etc. C'est pas une planète. Ça n'a rien à voir avec une planète. C'est pas une planète du tout. Je vais te la mettre sur le Discord et tout. C'est pas une planète. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas du tout ça. On a trompé les gens. Notre système solaire est double. D'accord? Notre système solaire est double. Moi, à l'époque, quand j'ai apporté cette lunette, si vous voulez, une naine brune, si vous vous renseignez sur l'Union astronomique internationale, ce qu'on appelle les objets substellaires, sa masse spécifique, la masse minimale nécessaire à la fusion thermonucléaire et d'hydrogène, comme des faux Jupiter, des faux soleils qui n'ont pas su se développer, des planètes gazeuses, mais qui sont supérieures à celle-ci. Et donc, si vous voulez, la fusion thermonucléaire et de deutérium de la planète X, c'est un soleil avorté. C'est pour ça qu'on appelle ça une naine brune. Elle correspond, si vous voulez, à une masse située entre 13 et moins 75 millions de kilomètres par rapport au soleil, en d'autres termes. C'est un objet petit, c'est une étoile avortée, où que la fusion nucléaire et d'hydrogène n'a pas fonctionné. D'accord? Parce que dans le Soleil, il faut qu'il y ait une fusion, ce qu'on appelle du deutérium. D'accord? La classification spectrale d'une naine brune, qui est la planète X, c'est une extension d'une étoile avortée. Donc elle n'a pas d'énergie lumineuse. L'énergie potentielle, elle est juste gravitationnelle. Parce qu'elle s'est effondrée sur elle-même. Donc sa puissance est que gravitationnelle. Donc on la ressent par la gravitation. C'est une énergie à terme par contraction.
Et si vous voulez, il y a une dégénérescence de sa matière qui a fait qu'elle s'est effondrée sur elle-même. Et autour d'elle, autour de cette naine brune, qui a une puissance gravitationnelle monstrueuse, elle a plusieurs, comme Jupiter, elle a plusieurs lunes qui tournent autour d'elle et elle a plusieurs anneaux avec des astéroïdes qui sont captés par sa gravitation. Elle ne dégage pas de luminosité, c'est pour ça qu'on peut la voir que par l'infrarouge. Mais c'est une étoile avortée qui fait 13 fois moins que la masse solaire. D'accord? Et donc, en 1960, au milieu des années 60, par un satellite des Américains, de la NASA, qui s'appelle SRAS, qui observait dans l'infrarouge des objets, on l'a repéré. À l'époque, elle était excessivement loin. Ce qu'on appelle les objets substellaires, ou encore naine noire. Nous, c'est une naine brune. La planète Néribu est une naine brune, c'est un soleil avorté. Derrière ça, la naine brune n'émet qu'un faible rayonnement, pas comme le soleil. Elle est noire, invisible. On peut la voir que dans l'infrarouge, un domaine de longueur d'onde pour laquelle les détecteurs sont restés longtemps très peu sensibles. Il y a juste que dans les années 70 qu'on a pu mettre en place ce type de technologie. Elle n'a pas été détectée avant de nombreuses années. En 1995, on a observé pour la première fois la totalité de ce qu'entourait la naine brune que vous appelez planète X, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Un objet 40 à 60 fois la masse de Jupiter, mais 13 fois moins la masse du Soleil. Cette naine brune, elle a une force gravitationnelle extrêmement puissante. La température et les pressions à sa surface, les réactions de fusion nucléaire et d'hydrogène n'ont pas démarré. La réaction de fusion n'a pas démarré. Parce que la contraction gravitationnelle, via le mécanisme qu'on appelle de Kelvin-Helmholtz, Qu'est-ce que c'est que le mécanisme de Kelvin-Helmholtz? Le mécanisme de Kelvin-Helmholtz, c'est, si vous voulez, la fusion nucléaire par l'hydrogène, via la contraction gravitationnelle. C'est comme ça que notre Soleil fonctionne. Voilà comment on la voit dans l'infrarouge par rapport à notre Soleil. C'est une image, ça, du complexe militaro-industriel, qui a été prise sur la base Concordia en Antarctique. Donc si je comprends bien, la planète, la naine brune, est capable qu'un jour, pourquoi pas, deviendrait une planète. Non, Non. Non. C'est un soleil avorté. Alors, la notion de avorter pour un soleil, je ne la connais pas, honnêtement. Je viens de l'expliquer. C'est compliqué. C'est que la fusion nucléaire de l'hydrogène, par rapport à sa contraction gravitationnelle, ce qu'on appelle le mécanisme de Kelvin-Helmholtz, n'a pas fonctionné. Car la fusion du deutérium, d'accord. Et ce que je veux dire, fait que l'hydrogène, le Soleil, fonctionne, c'est une fusion nucléaire, notre Soleil. Oui, d'accord. C'est comme un réacteur nucléaire, si vous voulez. D'accord. D'accord. Et c'est l'hydrogène qui le fournit. D'accord. D'accord. Et donc, une naine brune, c'est un soleil avorté qui n'a pas réussi à faire fonctionner sa fusion nucléaire via l'hydrogène. D'accord. Et antérieurement, elle a contracté une contraction gravitationnelle qui est extrêmement puissante. D'accord. C'est un soleil avorté. Et autour de ce soleil avorté, il y a différentes planètes, il y a différentes ceintures d'astéroïdes qui tournent autour d'elle grâce à la gravitation, à la contraction gravitationnelle de cette naine brune. D'accord? D'accord. Là, j'ai suivi. C'est ça, la planète X que vous appelez la planète X.
C'est pas une planète, c'est un soleil avorté, c'est une naine brune, et autour d'elle tournent différents astres. C'est un mini-système solaire à l'intérieur du système solaire. Contracté. On parle de 6 lunes. Quand on passe, par exemple, à 50 ou 48 unités astronomiques, une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Ça fait 150 millions de kilomètres. Elle passe à 40 fois 150 millions de kilomètres. Vous faites le calcul. Mais malgré ça, la puissance gravitationnelle qu'elle génère perturbe notre planète. Ouais. Même si elle est très loin. Là, elle a fait le tour du Soleil, elle est dans sa phase retour. D'accord? Nous allons subir d'une manière ou d'une autre les perturbations gravitationnelles de cette naine brune. La suite. Autour d'elle, 6 planètes et 4 anneaux d'astéroïdes. Les perturbations entre nos soleils et elle font que, dans ces anneaux, différents astéroïdes peuvent se décrocher et être perturbés. C'est comme si ils étaient entre deux aimants. Les soleils, c'est des gros aimants. Ce qu'on appelle la gravitation. D'accord? Électromagnétique. Et donc, quand tu mets quelque chose entre deux aimants, d'une puissance opposée, ils s'affrontent. Ils s'opposent. Ce qu'on appelle l'interaction gravitationnelle. Vous prenez deux aimants avec les phases positives opposées, et vous voyez, vous ne pouvez pas les coller, les deux aimants. Il y a une énergie qui les oppose. Vous avez tous fait l'expérience dans votre vie de ça, de prendre deux aimants et ils ne se collent pas à l'envers. C'est ce qu'on appelle l'attraction de la contraction gravitationnelle, magnétique. C'est basique. Vous comprenez ou pas? J'essaye d'être explicite quand même. Ceux sur Discord peuvent parler, hein. C'est-à-dire s'ils ne comprennent pas, vous pouvez prendre la parole pour dire est-ce que tu peux répéter ou peux-tu dire différemment qu'on puisse comprendre, choses comme ça. Donc, lorsqu'on a découvert cette naine brune, entourée d'un disque, ce qu'on appelle protoplanétaire, un disque protoplanétaire, c'est comme une barrière d'astéroïdes que nous avons derrière nous. C'est comme des anneaux. Ce qu'on appelle un disque photoplanétaire. Cette naine brune a un disque photoplanétaire. Si vous voulez, c'est comme une Jupiter, qui est 13 fois plus grosse que Jupiter. Elle a des planètes qui tournent autour d'elle. Et elle a différents anneaux photoplanétaires avec des astéroïdes. Parce qu'elle a une force gravitationnelle extrêmement puissante. Ce qu'on appelle, et autour d'elle, c'est pour ça qu'on la voit en rouge, dans l'infrarouge, elle a ce qu'on appelle des nuages moléculaires. Moi, je connais tout ça parce que j'ai passé 6 ans en Antarctique. J'ai fréquenté pendant 6 ans ces astrophysiciens. Donc je suis aguerri à ça. Tout ce qu'il y a sur Internet, c'est bidon. Bidon. Mais totalement bidon. Pas de planète, blablabla. C'est de la connerie, ça. C'est une géante gazeuse supermassive, si vous voulez, mais c'est un soleil avorté. C'est une naine brune. Allez sur Google, tapez une naine brune, et on va vous expliquer c'est quoi une naine brune. D'accord? Il y a plusieurs types spectrales des naines brunes. Ça nous remet à notre place, hein. Excuse-moi, c'est une claque qu'on prend bien sûr de face, hein. L'homme, lui, qui se voyait le seul, l'unique au monde, sur une immense planète, et en fait, on s'aperçoit que c'est tout petit, et qu'il y a des choses immenses, immenses, en fait. C'est comme si nous étions la chose la plus petite au monde, insignifiante. Et c'est vrai que ça repositionne un petit peu. Il y a l'ego qui en prend un coup, il y a l'histoire qui a pris une grosse claque, la géographie, il y a plein de choses qu'il faut remettre en question justement. Et on est là pour vous aider. Hein. Mikasa, il est très bon pour ça aussi. Donc il y a différents types de naines brunes. Il y a les naines brunes classiques, rouges, il y a les naines brunes noires, etc., etc. Nous, on a une naine brune spécifique noire. Elle ne dégage pas de luminosité, elle dégage juste une attraction monstrueuse, gravitationnelle. On peut la voir que dans l'infrarouge. Le nom technique de cette naine brune, c'est 2M
1207. C'est son nom scientifique. Elle s'appelle 2M1207. Moi, j'ai lu toutes les archives de ça. D'accord? C'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est comme ça qu'ils l'ont désignée. 2M1207. D'accord. Et autour d'elle, il y a cinq planètes rocheuses, dont une certainement, qui aurait pu certainement abriter la vie, mais vu ce qu'elle dégage, si vous êtes proche d'elle, les radiations sont tellement intenses qu'elles détruiraient toute vie organique. Et vu son attraction gravitationnelle, vous serez compressé un milliardaire de fois. Donc s'il y a une planète toutefois qui a pu survivre à proximité de cette naine brune, ils ont dû fabriquer quelque chose pour contrer les radiations intenses de cette naine brune et surtout contrer, comme nous on l'a fait avec la Lune, l'attraction gravitationnelle. Ce qu'on appelle la contraction gravitationnelle. Ce qu'on appelle le mécanisme de Kelvin-Helmholtz. Je sais que c'est technique tout ça, mais moi je suis aguerri à tout ça. Et donc c'est ça, ce qu'ils appellent entre guillemets la planète X. C'est une naine brune, d'accord? Et son influence significative, Nibiru, peu importe le nom que vous l'appelez, le nom scientifique, le nom que les scientifiques des complexes militaro-industriels, scientifiques et spatiaux lui ont donné, c'est 2M1207. C'est un nom technique. C'est d'ordre astronomique. D'accord? Et donc son influence significative, on va l'appeler Nibiru ou comme vous voulez, planète X, ça m'importe peu. Sur notre planète, de 1 degré par jour. Si vous voulez, depuis son arrivée, elle a une influence significative, spécifique, en ce qui concerne la gravitation. En ce qui concerne l'aspect gravitationnel. Ce qu'on appelle l'interaction gravitationnelle. C'est ça qui peut créer des discordances dans le magnétisme terrestre, mais surtout qui peut créer des séismes, qui peut perturber l'influence de notre planète sur différents cycles. Elle peut perturber notre planète via l'attraction gravitationnelle dans ce qui est la météorologie, dans ce qui est, si vous voulez, le volcanisme et les séismes. Car la perturbation gravitationnelle, c'est comme si je vous ai dit, vous prenez deux aimants à l'envers, ils sont en contradiction. Ils s'opposent magnétiquement. Et ça crée des perturbations. Même si elle est le plus proche qu'elle peut être, c'est à 43,2 unités astronomiques. Qu'on appelle UE. Une unité astronomique, c'est une fois la distance Terre-Soleil. Une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres. D'accord ? Mais vu la puissance de son attractivité gravitationnelle, elle nous perturbe quand même. Parce que c'est très puissant. Et l'approche, si vous voulez, de cette planète Nibiru, vous l'appelez comme vous voulez, sur notre planète, qui a 48,2 unités astronomiques, est 1 degré par jour. On ne l'a pas vu pendant 9 ans et 4 mois, le temps qu'elle fasse le tour du Soleil. Le 14 octobre 2020, ce chiffre va atteindre 25 degrés. L'approche de cette naine brune, ou la planète X, ou Nibiru, comme vous voulez, provoquera un déplacement des pôles de la Terre qui conduira à de fortes problématiques. Il n'y a pas de, entre guillemets, il y a un mini problème atmosphérique sur la planète qui n'est pas lié à nous. Quand on vous parle
de problèmes atmosphériques, de réchauffement climatique. Les réchauffements climatiques sont liés aux attractions électromagnétiques et gravitationnelles. C'est pour ça que notre planète, en comparaison avec, nous tournons autour d'une grosse Jupiter qui a déjà une attraction spécifique. Et quand il y a des perturbations d'ordre électromagnétique, magnétique et gravitationnel, ça perturbe notre planète. Et c'est là qu'il peut y avoir des changements de polarité magnétique. Effectivement, elle peut rentrer en contradiction avec les cycles classiques de polarité magnétique et gravitationnelle. C'est pour ça qu'elle perturbe. Elle perturbe les cycles classiques planétaires. Et pas que nous, des autres planètes aussi. Il n'y a pas que la Terre, bien évidemment. Donc, elle peut provoquer un dépassement des pôles magnétiques qui conduira à des problèmes, entre guillemets, catastrophiques en ce qui concerne le réchauffement climatique. Car c'est le frottement électromagnétique et le frottement gravitationnel qui réchauffe l'atmosphère terrestre et qui réchauffe le noyau central de la planète alvéolaire. Donc les glaciers et d'autres, et les courants océaniques et les courants atmosphériques, ils peuvent être incroyablement perturbés et prendre une ampleur monstrueuse. Il peut y avoir des plus grands ouragans, des plus grands typhons, etc. Mais cela aussi peut provoquer une interaction entre les différents océans. Il y a des océans sur notre planète que vous voyez, et puis il y a d'autres océans qui sont intraterrestres. Il y a autant d'eau en dessous qu'au-dessus. D'accord? Et c'est l'attraction, parce que l'eau, c'est des molécules et des ondes. Et par l'attraction gravitationnelle, elle fait remonter les eaux des océans intraterrestres. Ce qui fait monter le niveau des océans. C'est pas la suite de toute la fonte des glaciers, c'est la suite d'une attractivité par rapport aux molécules d'eau qu'il y a dans les océans intraterrestres. Bien sûr, il faut être conscient et au courant que en dessous de la Terre, à 10 ou 20 km, il y a d'autres océans. Il y a d'autres océans qu'on ne voit pas, qui sont sous terre. Il y a des grandes nappes. Sous l'Europe, il y a un grand océan à 10-15 km, contracté. Et les molécules d'eau, d'une manière ou d'une autre, ont une attractivité gravitationnelle. Et quand elle approche, elle fait remonter ces molécules d'eau, ce qui fait que le niveau des océans monte. Je sais que c'est technique, c'est compliqué. Mais moi, je ne suis pas un influenceur, je ne raconte pas des cracks. Derrière cela, ça peut créer, bien évidemment, d'énormes vagues à des hauteurs de plus de 100 mètres qui tombent sur les continents et détruisent tout ce qui peut être vivant. C'est ce qui va nous arriver. On vous parle de catastrophisme et de tsunami, mais c'est par la gravitation que cela arrive suite aux molécules. La gravitation percule les molécules d'eau qui les font remonter à la surface parce qu'ils sont attirés comme un aimant par l'attractivité gravitationnelle de cette naine brune. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que c'est très technique. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à tout. Il faut aller loin. Il faut faire des recherches, de l'investigation dans tous les domaines. C'est pour ça qu'il faut avoir une grande ouverture d'esprit, un grand éventail de connaissances pour s'intéresser aux choses et pour se permettre de développer sur des sujets qui sont extrêmement complexes et variés. Mais il faut s'y intéresser, il faut faire un travail d'investigation, il faut se rendre dans des conférences, il faut aller sur des sites, s'intégrer à des groupes. Moi, je suis dans le groupe de Marie-Claude Buchet, qui a été prix Nobel d'astrophysique. Et donc, évidemment, je suis l'actualité. Mais j'ai fréquenté aussi beaucoup d'astrophysiciens durant mon parcours à la TAF. Et bien évidemment, aujourd'hui j'ai 48 ans, j'ai quitté, ça fait depuis 2004 la marine, je me suis intéressé et j'ai toujours participé à ces conférences et j'ai suivi bien évidemment tout le protocole et les procédés de ce qu'il en était. Tout ce qu'il y a sur Internet et autres, tout le blablabla des manipulateurs, des influenceurs qui vont raconter tout n'importe quoi,
Vous avez le droit de vous faire influencer, les gens. Mais à un moment donné, il faut garder une ligne de conduite et il faut arrêter de se faire influencer et être concret et chercher la vérité. Chercher les choses qui sont la réalité. Pas la manipulation psychologique et mentale et psychique, parce qu'ils savent travailler dans le psyché en vous raconter des histoires à dormir debout. Moi, je ne vous raconte pas une histoire à dormir debout, je vous rapporte ce qui est la réalité techniquement, scientifiquement, de ce qu'il en est réellement. Parce que ça ne m'intéresse pas de vous influencer. Derrière ça, la Terre, évidemment, sera secouée par des tremblements de terre. Mais pas comme on vous explique, catastrophisme. Elle est déjà secouée quotidiennement par des tremblements de terre. C'est suite à l'attraction gravitationnelle de cette naine brune. D'accord? Ça ne sera pas d'une ampleur catastrophiste comme vous avez l'habitude. Les magnitudes vont être certainement au-dessus de l'échelle de Richter. Ça sera dans des endroits spécifiques. Et la surface de la planète, il y aura de plus en plus, tous les ans, de plus grandes tempêtes. Vous les voyez, comme dans le sud de la France. Des plus grandes tempêtes, des pluies... Avant, ça n'existait pas, tout ça. Tout ça est suite aux molécules d'eau et l'attraction gravitationnelle. Et le magnétisme terrestre est perturbé. C'est comme si la Terre était entre deux aimants, et perturbée entre la grosse planète gazeuse sur laquelle nous tournons, le Soleil, et cette naine brune qui passe à côté. C'est comme si on est au milieu de trois aimants, et on est attiré de partout à droite à gauche, on est bousculé, perturbé. Suite à la gravitation. Il faut s'intéresser à qu'est-ce que c'est que la gravitation. C'est une force monstrueuse, en fonction de sa densité. Derrière cela, il y a des milliers de théoriciens du complot qui se sont déchaînés avec ces conneries-là, la planète X, les machins, les reptiliens, les nénanas, les blablabla, les nanani, des conneries monstrueuses à dormir debout. Mais à dormir debout, les gens. Effectivement, si on remonte dans Sumer, je vous l'ai expliqué, c'était une boule, c'est un mini-système solaire dans notre système solaire. Certainement, une des planètes qui est autour de cette naine brune a pu certainement, à une certaine période, abriter ou pas la vie, etc. Il y a pu y avoir une civilisation qui s'est développée, mais il y a des milliards d'années, et peut-être ce sont les gens qu'on pense. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a expliqué de ce qu'on fait. Il n'y a pas de... Les reptiliens ne viennent pas de là-bas. Parce que la vie, vu la radiation de cette planète, est totalement impossible. Vous serez irradié immédiatement, vous serez tué instantanément par sa radiation, qui est d'une puissance extrême. C'est comme si vous habitiez à 3 km du Soleil. C'est n'importe quoi. Les forces magnétiques... Alors, il semblerait que moi je sois... est si forte qu'elle peut affecter n'importe quoi à moins de 48,6 unités astronomiques. Ce qu'on appelle les UA. Une UA, je vous le répète, est la distance entre la Terre et le Soleil. La distance entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Tout à fait. 48,6 unités astronomiques. Une UA. Le télescope spatial Spitzer de la NASA a repéré, il y a quelques années, un anneau massif et presque invisible autour de Saturne. Quand elle est passée près de Saturne, elle a complètement renversé Saturne. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de polarité, un changement d'épaule magnétique, mais en même temps, la planète a tourné sur elle-même. Ah, ça me fait plaisir ce que tu me dis. Justement, je voulais intervenir. Très bien. Continue. Peut-être qu'on a les mêmes informations. J'ai eu les photos, moi. Et donc, l'orbite de l'anneau est inclinée de 27 degrés par rapport à sa position dans le plan astral. Et le plan de l'anneau principal de la planète, la majeure partie de celle-ci, a commencé... Celle-ci commence environ 3,7 millions, ou à peu près 6 millions de kilomètres de la planète, qui s'étend vers l'extérieur. C'est-à-dire que la contradiction des forces gravitationnelles de Saturne, qui rentre en contradiction avec la naine brune, a fait que l'inclinaison de Saturne a changé de 27 degrés. C'est énorme.
énorme. C'est comme si la planète avait fait presque un quart de tour sur elle-même. Tout à fait. Les anneaux de Saturne ont changé de sens et il y a même des anneaux qui ont été degrés. tout à fait et des anneaux qui ont été voilés carrément. Comme je vous parlais de sphère de Dyson, elle a été voilée au passage de Nibiru. Mais pas que elle, toutes les autres planètes du système solaire, enfin des lunes en fait, parce que maintenant on sait qu'on fait partie d'une grosse planète. Toutes les lunes ont été toutes touchées par le passage de cette grosse naine brune. Voilà. Voilà. Et donc, l'orbite des anneaux est inclinée aujourd'hui de 27 degrés par rapport au plan de l'anneau principal de la planète. Ouais. La majeure partie de celui-ci commence environ 3,7 millions de kilomètres de mille, si vous voulez. Et la planète, c'est l'attraction, si vous voulez, l'attraction magnétique s'étend à peu près 7,4 millions de kilomètres. C'est-à-dire de 2000 de miles, si vous voulez. Ça représente 12 millions de kilomètres. 12 millions. Ça n'est même pas une unité astronomique. Voilà. 0,1 tiers d'une unité astronomique. C'est en fait un anneau complément nouveau. Il est formé de poussière et de débris triés par les forces magnétiques et gravitationnelles de la naine brune, qui s'approchaient des anneaux originaux de Saturne. C'est pour ça que le propre magnétisme de Saturne maintenait les particules de poussière des anneaux en orbite autour d'elle et formait ainsi des anneaux spécifiques. Et ces lunes et ces planètes ont été bien évidemment perturbées. Rappelez-vous qu'on a envoyé ce qu'on appelle la sonde Cassini. Vous avez tous entendu parler de la sonde Cassini. C'est pas elle qui est allée voir Rosetta? On l'a envoyé pour... Il y a Cassini 1, 2 et 3. Et je ne veux pas vous les rémunérer leur nom spécifique. La Cassini 1 était vraiment assez spécifique pour le survol